entre vous deux, non. Pas de poignée de main. Éric Coquerel ce matin, exactement dans la même situation que vous. Il y a eu serrage de main. n'avait aucun problème à lui. Mais M. Tanguy a fait tomber son micro au moment où il Ah, m'a c'est pour ça. Non mais attendez, moi Il a fait tomber son micro après. Non mais vous lui auriez j'ai regardé. Attendez. Vous lui auriez Jure, on est J'ai au déjà sol. répondu. Ça l'a arrangé hein, que le micro soit tombé. Hein. Je n'ai pas de problème à serrer la main à M. Tanguy. Heureusement, ses idées ne se transmettent pas par la main, vous voyez. Donc... Et le Che Guevariste de Carnaval? Bon, écoutez, en fait, je m'en fiche un peu de ces provocations. Je pense que le Rassemblement j'aime national trop ces doit moments, putain. masquer sa responsabilité dans le fait que le gouvernement de M. Barnier a duré Quel pendant 3 divertissement mois. sérieux. Puisque quand nous avons déposé une motion de censure, parce que Merci nous pour disions Rambo à pour le l'époque, sub. Merci mon gars. le gouvernement de M. Barnier s'apprête à proposer un budget de la sécurité sociale qui vont faire souffrir les Français. M. Tanguy et ses collègues du Rassemblement national, à l'époque, ont donné leur bénédiction à M. Barnier. Et quand nous avons proposé effectivement d'engager une procédure de destitution du président de la République, Mme Le Pen s'y est opposée. Donc je vois bien que maintenant, M. Tanguy essaye de rattraper les marches. Bon, mais je pense que ça ne leurre personne. Il est 22h30. Pour poser les choses, poser ce moment, cette soirée historique que nous vivons, je voudrais qu'on revienne 2 heures en arrière. Il était 20h26 tout à l'heure quand Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, a donc annoncé solennellement que la motion de censure était adoptée et que le gouvernement était censuré et renversé. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. En raison de l'adoption de la motion de censure et conformément à l'article 50 de la Constitution, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. La démission du gouvernement, mon gars. On ne s'en lasse pas. Hein. Ouais. Évidemment, notre objectif, c'était de faire tomber ce gouvernement, parce qu'en faisant tomber ce gouvernement, on fait tomber un projet, là en l'occurrence, de budget de la sécurité sociale qui allait faire souffrir une grande partie des Françaises et des Français. Et donc oui, bien évidemment que c'était une forme de soulagement. Et de joie, c'est le mot utilisé. Oui, joie, soulagement. Évidemment, je pense à ce moment-là aux retraités à qui on disait non, votre pension de retraite ne va pas être revalorisée à la hauteur de l'inflation au 1er janvier. En faisant tomber le budget de la sécurité sociale, on permet de réintroduire l'indexation des pensions de retraite sur la base de l'inflation. Attendez, je termine de répondre à une question. Vous me demandez si c'est une joie ou un soulagement. Oui, c'est un soulagement de faire tomber un gouvernement qui s'apprête à passer les jours de carence à 3 pour les fonctionnaires. Et d'ailleurs, les fonctionnaires sont dans la rue et sont en grève demain sur ce sujet. Ouais. Et je veux profiter de ce micro pour leur apporter mon soutien. Donc, c'est-à-dire que l'incertitude dont on parle depuis des semaines, que l'on entend aussi dans ceux qui nous appellent, qui nous écrivent sur RMC, sur BFM TV, etc., de cette inquiétude qu'il y avait chez les Français, ce soir, vous en faites fi. Mais l'inquiétude, elle était d'abord sur les conséquences des budgets de M. Barnier sur la condition de vie. L'inquiétude, elle était beaucoup sur la censure. Moi, je m'appuie sur la base... Sur l'incertitude, en fait. Non, mais attendez, sur la censure. Depuis maintenant plusieurs semaines, on a tellement entendu tout et n'importe quoi que je comprends qu'il y ait des Français qui puissent être inquiets. Quand vous faites croire aux gens que si le budget de la sécurité sociale tombe, les cartes vitales ne fonctionneront pas au 1er janvier, alors que c'est un mensonge éhonté et pur et simple, faut pas s'étonner. Nous, on n'a rien fait croire du tout. On n'a rien fait croire du tout. Et surtout pas ça. Et surtout faites croire aux gens, comme c'est le cas depuis le début de la semaine, et c'était encore le cas des ministres tout à l'heure au banc de l'Assemblée nationale, que si le budget tombe, ils vont payer plus d'impôts, alors que tout le monde sait très bien que ce n'est pas vrai, parce qu'il suffit de faire un budget rectificatif au mois de janvier pour réindexer le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Il ne faut pas s'étonner qu'après, il y a des gens qui sur ce point-là, vous dites il mais... suffit. Avec qui vous allez le voter, ce budget? Avec quelle majorité vous allez le voter? Écoutez, j'ai été attentif aux différentes personnes qui se sont succédées avant moi sur ce plateau. J'ai entendu tous, sans exception, dire qu'ils étaient pour l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Donc là, en l'occurrence, c'est une mesure qui sera, je peux vous l'annoncer, votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Si vous faites un budget rectificatif, pardon de rentrer dans la technique, il n'y a pas que ça. Là, sauf jusqu'à preuve du contraire, et effectivement, on a entendu toutes les forces politiques, en tout cas les principales représentées, vous n'êtes pas d'accord sur les autres mesures économiques. Donc, l'idée qu'il puisse y avoir un consensus autour d'un budget rectificatif pour précisément assurer aux Français qui ne doivent pas payer l'impôt sur le revenu et qui vont le payer si d'aventure ce barème n'est pas indexé, du mal à voir comment ça passe. Monsieur Duhamel, on a jusqu'à la fin de l'année pour corriger le budget de cette année s'il a été prolongé à l'identique. Si vous pensez qu'à la fin de l'année ou au mois de juin, on n'a toujours pas de budget,
Alors oui, dans ce cas-là, ça sera une situation inquiétante. Moi, je crois qu'on aura un budget à ce moment-là, et donc on aura réindexé le barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Et cette manière d'essayer de faire peur aux gens en leur racontant des choses qui sont fausses. Mais Emmanuel Bompard, est-ce que c'est pas vous qui faites peur aux Français, par exemple, quand vous parlez d'austérité, quand on voit que le budget de la Sécu, il augmente de plus de 2%, est-ce que c'est vraiment raisonnable de parler d'austérité? Quand on a 3 228 milliards de dettes, est-ce que c'est raisonnable? D'où ma question, est-ce que vous considérez que le rétablissement des finances publiques aujourd'hui est une priorité ou pas? Mais alors, monsieur Le Chypre, il y a deux choses dans ce que vous dites. D'abord, vous évoquez le budget de la sécurité sociale. C'est pas moi, vous savez, par exemple, c'est monsieur Robinet. Il est maire de Reims. Il est membre de Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Donc, dans la coalition de M. Macron, qui dit que, par exemple, l'hôpital public dans notre pays, il est sous-financé de manière chronique et qu'il faudrait des milliards d'euros supplémentaires de financement. Vous pouvez considérer... Il n'est pas sous-financé. Eh bien, écoutez, non, vous en parlerez à M. Robinet. C'est le président de la Fédération hospitalière de France. Quand vous regardez par rapport aux pays européens, on dépense plus pour l'hôpital que les voisins. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la façon dont on utilise l'argent. Ben, vous en parlerez à M. Robinet. Il est président de la Fédération hospitalière de France et il pense qu'il faut des milliards d'euros en plus. Pour le reste, vous me posez la question sur mon attitude par rapport au fait de réduire le déficit l'année qui vient. Moi, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, nous avons déposé des amendements dans le projet budgétaire. Nous les avons fait voter par une majorité de députés. Monsieur Barnier voulait 60 milliards d'euros, c'est ça, d'économie. On lui a proposé 75 milliards d'euros de recettes nouvelles. Le budget qu'on proposait, il permettait d'avoir 15 milliards d'euros de dépenses supplémentaires dans l'hôpital. Mbappé, il a raté un penalty. Il n'y a pas de problème. La question, c'est où on va chercher ces recettes. Et c'est là où on a eu une divergence majeure, profonde, avec monsieur Barnier. Moi, j'aimerais voir un peu à quoi ont ressemblé les alliances de circonstances du jour et à quoi pourrait ressembler celles de demain. Dans les alliances de circonstances du jour, c'est quand même frappant que vous ayez glissé ces mots ville, extrême droite, dans le texte même de votre motion. Vous n'étiez pas obligé d'aller si loin dans ce texte. Vous pouviez simplement dire que vous censuriez le gouvernement. Et je me demande au fond si ce n'est pas une manière de vous donner bonne conscience. C'est-à-dire ne pas avoir à assumer qu'au fond, c'est une alliance avec le RN. Dire, bon, on pourra dire qu'on n'en a pas voulu. Tout le monde parle d'Mbappé maintenant. Madame, on dépose une motion de censure. Pourquoi? Parce que le gouvernement utilise l'article 49.3 pour passer en force un budget de la sécurité sociale que nous ne voulons pas. Face à cette situation, nous n'avons que deux choix. Soit nous déposons une motion de censure pour faire tomber ce budget, soit nous l'acceptons. Nous ne voulons pas l'accepter. Nous déposons une motion de censure. Dans cette motion de censure, nous présentons notre vision de la situation et les raisons pour lesquelles il faut censurer le gouvernement. Et je vous confirme que de notre point de vue, dans les raisons pour lesquelles il faut censurer le gouvernement, il y a le fait que M. Barnier, depuis maintenant plusieurs mois, a fait une sorte de course vers le Rassemblement national. Donc c'est un problème pour nous. C'est que et sur un le motif. fond, Attendez, je termine. sur le fond, c'est des choses avec lesquelles vous étiez d'accord. Mais c'est une motivation de plus de la censure que nous proposons du gouvernement. Vous ne vouliez pas de cette hausse des taxes sur l'électricité. Vous non plus, vous ne vouliez pas du déremboursement des médicaments. Ce qu'a obtenu Marine Le Pen, vous auriez bien aimé l'obtenir vous-même. Marine Le Pen, elle n'a rien obtenu du tout. Pourquoi vous venez de dire qu'il avait cédé à Marine Le Pen. Je ne vous ai pas parlé des sujets dont vous êtes en train de me parler. La suppression des taxes sur l'électricité, c'était un amendement déposé par le Nouveau Front Populaire pendant la discussion budgétaire qui a été adopté par une majorité des députés. La différence... Non, sauf que c'est pas à ce moment-là que Michel Barnier l'avait taxé. Oui, la différence, parce que là aussi j'ai entendu beaucoup de mensonges, c'est que nous proposions 0 hausse de taxes sur l'électricité. Monsieur Barnier... Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que Marine Le Pen a immédiatement dit. Elle a immédiatement dit que c'était pas du tout à la hauteur de ce qu'elle espérait. Pourtant, manifestement, elle avait l'air contente. Elle a fait un communiqué pour crier victoire. Mais attendez, juste Manuel Bompard, les Français. Pour rebondir sur ce que disait Apolline et sur effectivement non seulement le contenu de cette motion de censure, mais également celles et ceux qui l'ont voté, dans le cas d'espèce, les députés du Rassemblement national. Est-ce que ce soir, vous les remerciez d'avoir voté votre motion de censure, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez venir ce soir expliquer à Maxime Switek que vous êtes satisfait que le gouvernement soit tombé. Et c'est aussi grâce à eux que, tout à l'heure, votre présidente de groupe, Mathilde Panot, quelques secondes après que cette motion de censure a été adoptée, s'est rendue dans la salle des 4 colonnes pour appeler à la démission du président de la République. Franchement, vous me reprochez d'avoir écrit dans un texte de motion de censure ce que je pense. Et si je ne l'avais pas fait... Je vous reproche rien du tout. Je vous dis simplement que vous vous êtes donné bonne conscience à peu de frais. Excusez-moi, en quelque sorte, vous me le reprochez. Bonne conscience à peu de frais. Bon, si je ne l'avais pas écrit,
si je ne l'avais pas écrit, si mes collègues ne l'avaient pas écrit, on serait en train de faire exactement la même discussion et vous seriez en train de me dire, vous avez fait exprès de ne pas me dire ce que vous pensez sur le sujet pour que le Rassemblement national... Je vous connais par cœur. La situation politique, elle est assez simple. Est-ce que vous êtes cynique, arrêtez. Et vous y connaissez un rayon en mathématiques. C'est grâce aux députés du Rassemblement national que vous avez pu ce soir faire tomber Michel Barnier. Mais ça ne me gêne pas du tout, il n'y a aucun problème. C'est très simple, quand vous déposez une motion de censure à l'Assemblée nationale pour qu'elle soit adoptée, ça c'est mathématique et arithmétique, il faut que ça soit voté par une majorité de députés. Donc je vous confirme que si cette motion de censure a été votée, c'est parce que le nouveau Front populaire l'a votée et parce que le Rassemblement national l'a votée. C'est vrai. Et une fois qu'on a dit ça, si on vote les deux la même motion de censure, pour autant, ça n'enlève rien aux divergences majeures et profondes qui nous opposent. Et bien évidemment, personne dans ce pays, peut-être à part vous, ne pense qu'il va y avoir quelques gouvernements communs. Est-ce que j'ai dit ça, Manuel Bompard ? Non, mais bon, est-ce que j'ai, à un moment, de expliqué faire croire Ils sont taquins, les journalistes, quand même. Je constate juste, la Manuel même motion Bompard. de censure, elles ont une forme de complicité. Manuel Bompard, je constate juste ce paradoxe qui est que quand le Rassemblement national propose des éléments sur lesquels vous êtes d'accord, par exemple... Il y a une affaire entre Bompard et Apolline, t'as vu le regard qu'ils se sont jetés? Non, Apolline, elle a un mec, les mecs, elle est mariée depuis longtemps. Hein. Apolline, elle est mariée depuis des lustres, je crois. Sur la question de l'abrogation de la réforme des retraites, vous faites le choix politique de ne pas les soutenir, alors que quand il s'agit de faire tomber le gouvernement, ça ne vous pose pas de problème qu'ils votent votre motion de censure. C'est pas nous qui avons voté là, posez-leur la question. Pourquoi Manuel Bompard. Vous me demandez si je suis soulagé de la chute du gouvernement, je vous réponds oui. Manuel Bompard, moi aussi je vous connais un peu par cœur. Et il y a une chose qui me paraît assez évidente, c'est que vous n'êtes pas du tout d'accord avec ceux qui sont censés être vos copains. Si j'ai bien écouté aujourd'hui, Boris Vallaud tend la main aux macronistes. Vous l'avez entendu comme moi, il était à la tribune. Yannick Jadot, ce matin, lance un appel au bloc républicain. Marine Tondelier appelle à ce que tous les membres du Front républicain se parlent. Il ne parle plus du nouveau Front populaire, il parle du Front républicain. Je le regrette. Parce qu'en ce qui me concerne, non mais moi je ne fais pas de langue de bois. En ce qui me concerne, je dis les choses de manière très simple. Monsieur Barnier est tombé. Je pense que le responsable de cette situation, c'est le président de la République. Je vais répondre à votre question, ne vous inquiétez pas. C'est juste pour poser mon propos. Allez-y, dézoomez. Calmez-vous les journalistes. Veut nommer un gouvernement, Monsieur Macron, veut nommer un gouvernement de gauche. On a une candidate pour ça, on s'est mis d'accord sur son nom, c'est Lucie Castet. Et évidemment que dans ce cas-là, nous sommes tout à fait... Mais vous croyez vraiment encore à la nomination de Lucie Castet ? Vous me posez une question sur les différentes options qui sont sur la table. Celle-là existe. Mais est-ce que vous y croyez ? Je vois bien que, comme vous, Emmanuel Macron, j'ai entendu ce que vous disiez dans votre duplex, manifestement, il envisage plutôt de renommer un macroniste, ce qui devrait quand même vous interroger. C'est-à-dire qu'on est en train de nous dire que Monsieur Lecornu, qui depuis 7 ans est ministre d'Emmanuel Macron, alors... Qu'est-ce qui empêche Macron de nommer Barnier à nouveau, en fait? Il peut le faire. Les mecs, Macron peut nommer Michel Barnier. Il peut le nommer à nouveau. Et cette fois-ci, en fonction de son discours demain, est-ce qu'il peut nommer Michel Barnier avec l'intention de refaire une feuille blanche, littéralement de refaire une feuille blanche, et d'accepter tous les points évoqués par le RN? Réponse, demain, lors de son allocution, les mecs. Il peut le faire, hein. Techniquement, il peut le faire. Que les macronistes ont perdu les élections européennes l'année dernière, qu'ils ont perdu le premier tour et le deuxième tour des élections législatives, et on considère qu'il n'y a pas de problème d'un point de vue démocratique de nommer un macroniste comme Premier ministre. Enfin, pardonnez-moi, mais on est dans une démocratie, et quand les gens votent à une élection, la moindre des choses, c'est quand même de tenir compte du résultat des élections. C'est la question qu'on a posée tout à l'heure à Aurore Berger. Je reviens quand même sur ma question, Manuel Bompard. Vous êtes arrivé dans cette mandature avec un nouveau Front populaire qui était censé... On se souvient de vous, 4, avançant ensemble comme dans un film hollywoodien pour dire que vous étiez super copains. Aujourd'hui, je constate malgré tout qu'il cherche d'autres amis que vous. Mais bon, là, en quelque sorte, je vais vous dire, la réponse, vous l'avez eue avant moi sur le plateau. Madame Berger, elle a répondu à la proposition de Monsieur Vallaud, de Madame Tondelier et de Monsieur Jadot. Elle a dit, il n'en est pas question. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la réponse. C'est pas la réponse d'Aurore Berger. C'est le fait que ceux qui étaient censés être vos camarades cherchent d'autres amis que vous. Non, mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Mais je vous ai dit. Ils ne se satisfont plus visiblement de ce qui était le nouveau Front populaire. Apolline de Malherbe, pour que les choses soient très claires. Mais Lucie Castet, elle en pense quoi de ça, les mecs? Parce que si le PS ne compte plus sur Lucie Castet, elle se range derrière qui? Genre, je comprends pas. Parce qu'elle devrait commenter aussi par rapport à ça. Ouais, finalement, le PS, c'est des casse-couilles du NFP, ils comptent plus sur moi, on ne sait pas pourquoi, ils comptent sur qui, on ne sait pas non plus. Genre, c'est quoi le délire, là? Non, elle est pas du tout avec la France Insoumise, Taïgo. Hein. La France Insoumise l'a adoubée avec les communistes, les écologistes et le PS, pendant le mois d'août, le mois de juillet-août.
Mais finalement, un mois plus tard, on entend le PS dire autre chose. Proposer un autre candidat, comme ça, normal, genre. Mec, c'est une dinguerie, c'est quoi on se fout de notre gueule. Et je la vois souvent avec Marine Tondelier, donc je sais pas, je pense que Marine Tondelier, ça ne la dérange pas de voir Lucie Castet au pouvoir à Matignon. Mais le PS, à quoi joue le PS, les mecs? À quoi joue le PS, encore une fois, les mecs? C'est tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil. Nouveau Front Populaire, c'est un programme avec des députés. Attends, quoi? Elle vient de dire sur LCI qu'elle abandonne le programme du NFP. Quoi? Attends, quoi? Qui ont été élus sur la base de ce programme. Attendez, c'est eux qui je vais vous répondre. Moi, je ne vais pas esquiver la question. Les écolos, les communistes, les socialistes. Je vais vous répondre clairement. Moi, je reste fidèle au programme du nouveau Front Populaire. Je pense que s'il y a une possibilité de gouverner tout de suite dans la configuration actuelle de l'Assemblée, ça doit être sur la base du programme. Et après, bien évidemment, en essayant de faire voter nos textes par une majorité de députés à l'Assemblée nationale. Si certains se détournent du programme... Ouah, faut payer l'article. Je te baise. Je paye pas, je te baise. Je te baise, je te baise, je te baise. Je ne payerai pas. Du nouveau Front Populaire. Non, mais il y a des nuances dans ce que les uns et les autres disent. Si certains s'en détournent, qu'est-ce que je voulais que je vous dise de plus que je le regrette. J'espère qu'ils vont changer d'avis et qu'ils vont rester fidèles aux engagements qu'ils ont pris devant les électrices et les électeurs, simplement. Sur ce plateau, c'était d'ailleurs celui qui ouvrait l'émission, il y avait Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste. Et quand on rentre dans le détail de cet accord de non-censure, alors, il commence par dire qu'il regrette que les autres forces de gauche, que certaines forces de gauche, en l'espèce vous, ne souhaitent pas gouverner. Donc visiblement, il considère que vous ne souhaitez pas gouverner. Et il lui dit, l'accord de non-censure, ça veut dire un Premier ministre qui soutient le nouveau Front Populaire, pas de macronistes au sein du gouvernement, et simplement, on essaie de trouver des accords pour éviter qu'il y ait de la censure et on n'utilise pas le 49.3. Qu'est-ce qui vous pose problème là-dedans? C'est que ça n'existe pas. Et Mme Berger vous l'a dit. Parce qu'elle n'est pas disponible. Et s'il y a une forme de... s'il y a une négociation? Mais il n'y a pas de négociation. Enfin, franchement, je vous ai entendu avec Olivier Faure. Vous lui avez posé la question, est-ce que l'abrogation de la réforme des retraites, ça doit être une condition à cet accord de non-census? Bon, honnêtement, soyons clairs, sa réponse n'était pas très claire. Il a commencé en disant qu'il fallait commencer par la conférence de financement et peut-être ensuite l'abrogation de la réforme des retraites. On le lui a dit d'ailleurs. Mais je vous fais aucun reproche, Apolline de Malherbe. Je vous dis juste, face à une question comme ça, en fait, il n'y a que deux réponses possibles, en fait. Moi, je dis, oui, l'abrogation de la réforme des retraites, c'est une condition pour avoir un gouvernement qui peut mettre en œuvre... merci, Matt. Merci encore. Pardon de la farce, je m'explique. Vous avez renversé ce gouvernement et finalement, vous allez peut-être perdre vos camarades. Mais non, mais vous avez, encore une fois, vous pouvez continuer à répéter quelque chose, mais moi, j'essaye, par respect pour les gens qui sont venus avant moi... Répéter des mensonges ne font pas une vérité. Vous allez dire la même forme. Non, pas du tout, pas du tout. Regardez, allez jusqu'au bout. Moi, j'essaye de respecter les invités qui se sont exprimés avant moi sur ce plateau, donc j'écoute ce qu'ils disent et j'en tiens compte. Est-ce que vous avez entendu Mme Berger répondre à M. Faure? Vous l'avez entendu? Non, mais Manuel Bopard, ça n'existe pas. Manuel Bopard, on ne peut pas non plus considérer qu'Aurore Berger, aussi influente soit-elle, représente à elle seule toutes les hypothèses institutionnelles qui arrivent demain. Exemple, parmi les profils que l'on cite, il y a toujours Bernard Cazeneuve. Alors, on ne sait pas si c'est l'hypothèse la plus plausible, mais le fait est qu'elle continue d'être évoquée. Bernard Cazeneuve est un homme de gauche. On ne sait pas si les socialistes le censuraient. Tout à l'heure, là encore, Olivier Faure a été pour le moins flou sur la personne de Bernard Cazeneuve en disant je ne sais pas exactement ce qu'il pense, mais s'il soutenait les orientations du nouveau Front Populaire, là, ce serait un gouvernement dirigé par un homme de gauche qui a été Premier ministre de François Hollande. Ça, c'est absolument non. Et Benjamin Duhamel, il faut être clair avec les gens. Si c'est Bernard Cazeneuve pour mettre en place au gouvernement le programme du nouveau Front Populaire, alors pourquoi vous ne choisissez pas la candidate proposée en accord par les 4 composantes du nouveau Front Populaire? Vous voyez bien le problème. Donc la vérité, c'est que c'est pas Bernard Cazeneuve pour mettre en place... c'est Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée. Mais vous écoutez ce que je suis en train de dire ou... Complètement, justement, je vois que toutes les hypothèses, bon... Mais c'est pas toutes les hypothèses. Je vous ai dit que si on veut... Mais vous voulez quand même Jean-Luc Mélenchon à l'Élysée, rassurez-moi, vous n'avez pas changé sur ce point. Si Emmanuel Macron décide enfin de renoncer à s'entêter pour s'accrocher au pouvoir comme il le fait depuis le résultat des dernières élections législatives... il a été élu pour 5 ans. Se tourne vers la gauche et dit le nouveau Front Populaire, je vous demande de constituer un gouvernement. On a une candidate pour cela. Pourquoi vous voulez en inventer une autre? Manuel Bopard. Parce que vous dites vous-même que c'est pour faire le programme du nouveau Front Populaire. Si c'est pour faire le programme du nouveau Front Populaire, il vaut mieux choisir celle qu'on a choisie. Vous voulez quand même toujours que Jean-Luc Mélenchon arrive à l'Élysée? Mais évidemment. Mais évidemment. Mais pas pour Jean-Luc Mélenchon, pour moi. Pour le pays. Moi, excusez-moi, mais attendez. Excusez-moi, c'est quand même un sujet. Ah non, mais j'ai jamais dit que c'était pour des je vais vous répondre franchement. Je vais vous répondre franchement. Moi, je veux bien commenter les noms, les trucs. Voilà. Bon, la vérité, je réponds avec franchise. C'est que je vois bien, on a vu depuis 6 mois que, en fait,
les macronistes disent compromis, ils n'en font aucun. Donc je vois bien que je crains qu'il n'y ait pas vraiment de solution institutionnelle dans le cadre de cette Assemblée, et c'est pour ça que je dis les choses, parce que je cherche une solution de stabilité pour mon pays, parce que je cherche une solution de stabilité pour mon pays. Je pense que la stabilité passe par le départ du président de la République, c'est tout. Et on va parler bien évidemment de cet appel à la démission. Il est moyen ce soir, Cranidos. Ah ouais, vous le trouvez moyen? Non, vous êtes durs les mecs, ça va, hein. Ça va. Ça va. Il répond aux questions de merde. Avec ses réponses à lui, mais franchement, ça va. Juste pour clore cette partie sur la question de vos partenaires de gauche. Oui. Comment est-ce que vous comprenez ces appels, et ils sont nombreux, de membres du Nouveau Front Populaire, Yannick Jadot, Boris Vallaud, qui essayent de trouver une solution qui ne passe pas par la démission du président de la République? C'est quoi? Ils se compromettent, ils ont trop envie de gouverner, ils ont envie de rompre avec la France insoumise. Comment est-ce que vous l'expliquez, vous qui les fréquentez au quotidien? Personnellement, je pense qu'ils excusez-moi, ils se racontent un peu des histoires, parce que quand vous dites, parce que j'ai entendu différentes déclarations, tous disent la même chose. Première condition, l'abrogation de la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Il y a une semaine, à l'Assemblée nationale, dans notre niche parlementaire, nous avions déposé une proposition de loi pour abroger la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Les macronistes ont bloqué l'Assemblée nationale pendant toute la journée pour qu'on ne puisse pas la voter. Alors expliquez-moi pourquoi quelque chose qui a été refusé il y a une semaine, aujourd'hui, comme par magie, deviendrait quelque chose donc sur lequel... Donc il n'y a plus de nouveau Front Populaire, Manuel Bompard? Non, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas de nouveau Front Populaire, je vous dis que cette histoire... C'est pas une nuance mineure entre vous? Mais attendez, je vous dis que cette histoire de pacte de non-censure, je ne comprends juste pas ce que ça veut dire. Vous leur avez dit? Je pense, mais évidemment. Et ils vous répondent quoi dans ce cas-là? Je pense que chacun veut montrer qu'il fait des efforts, que chacun veut montrer qu'il est sensible à la situation d'instabilité. Mais je pense que la proposition qu'ils font, la solution qu'ils proposent, je pense qu'elle est chimérique, qu'elle n'existe pas. Mais alors, pourquoi j'en propose une autre? Et avant de passer la parole à Manuel Le Chypre, simplement pour clouter ce thème-là. Clouter. Oui, pour refermer ce thème-là. Et puisque vous dites qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Ce soir, vous nous dites, Emmanuel Macron, jamais, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, ne nommera un Premier ministre de gauche. Je ne suis pas Emmanuel Macron, moi, Maxime Zutek. Posez-lui la question à lui. J'essaye de voir les informations que vous donnez, et je crois lire, entendre que sa préférence serait pour un Premier ministre de droite. Est-ce que ça me satisfait? Évidemment non. Mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, voilà, donc je prends aussi un peu acte de cette situation, et je pense que c'est un problème. Vous savez pourquoi c'est un problème? Parce que si vous faites les mêmes recettes que ce qui a été déjà fait au mois de septembre et au mois d'octobre, ça produira les mêmes résultats, et que notre pays ne peut pas se payer le luxe d'avoir des gouvernements qui tiennent pendant 2 mois, 3 mois, et qui permettent pas une situation stable. Vous allez m'interroger, j'imagine, sur les conséquences économiques. Macron, c'est demain, les mecs. Les gens recherchent juste de la stabilité. Et la stabilité, elle passe par le départ du président. Et pour le faire, Emmanuel Le Chypre, regardez, je vous soumets cette une. Regardez, parce que ça tombe à l'instant, la une de The Economist, magazine anglophone. Regardez. Ah ouais, merde. Anglophone, ouais, les Anglais, c'est nous, les Anglais, c'est nous. Merde. Voilà, dans une boule de métro parisienne. Et juste cette petite phrase en dessous, on va traduire ça comme ça. La France fait un pas vers l'inconnu. Oui, et je vais même vous décrypter un peu plus en détail ce que ça veut dire. C'est que le saut dans l'inconnu, pour le monde entier, c'est quel sort va être réservé à cette réforme des retraites. Parce qu'il ne faut pas rêver. Si vous demandez au monde entier qu'est-ce que vous retenez finalement d'Emmanuel Macron, président de la République, comme symbole de modernisation de la France, tout le monde vous dira la réforme des retraites. Est-ce que vous êtes bien conscient que si vous abrogez la réforme des retraites, c'est une espèce de ligne rouge pour la crédibilité de la France? Est-ce que vous êtes prêt à assumer ça? Je ne suis pas conscient, mais en fait là vous donnez un point de vue, c'est pas un Non, je vous donne pas un point de vue. C'est un point de vue qui donne là, bah oui. Ce que vous proposez est complètement fou. Non, je dis pas d'accord avec. Je dis pas que c'est complètement fou. Je dis, au regard de ce que disent les investisseurs sur les marchés financiers, etc., que c'est le sujet, le seul sujet auquel ils vont prêter attention. Emmanuel Le Chypre. La question c'est, est-ce que... Mais attendez, mais les mecs, le pactole, il est de combien? Il est estimé à combien les caisses des retraites? Parce que là, j'ai l'impression que les économistes et les marchés financiers qui veulent mettre la main dessus, j'ai l'impression que c'est le One Piece. C'est littéralement le One Piece. Il est de combien le pactole des retraites, là? C'est quoi, ça? 3000 milliards? Non, tu mens, c'est impossible. Non, c'est impossible, les mecs. Non, c'est impossible. Je vais me renseigner, mais c'est impossible. BlackRock, il attend. BlackRock, il est en embuscade.
BlackRock. Imbécile. Vous êtes prêt à assumer d'éventuelles turbulences si jamais cette réforme est considérée comme une non-crédibilité totale des finances publiques françaises? Qu'est-ce que vous proposez pour rassurer? Est-ce que vous mettez au regard des 15 milliards que ça va coûter par an à terme, des recettes, etc. Qu'est-ce que vous avez pour garantir la crédibilité de la signature française? Bon, d'abord, la première chose... Le budget consacré aux pensions de retraite s'élève à 337,6 milliards d'euros. Putain, ça c'est le budget qui est consacré. Il y a dans les réserves, donc dans les régimes de retraite, 200 milliards d'euros de réserves financières. 200 milliards d'euros. 200 fucking milliards d'euros. What the fuck? Ok. Ce que je veux vous dire, c'est que ça ne nous aura pas échappé, nous sommes en démocratie. Et en démocratie, c'est le peuple qui décide, pas les investisseurs financiers. Or, le peuple, il a dit son mot sur cette question de la réforme des retraites. Les Français, ils sont très largement, majoritairement, très largement... Enfin, les Français, ils vivent à crédit avec l'argent que le monde leur prête. Non, mais attendez, vous pouvez leur donner des leçons si vous voulez, mais quand vous avez plus de 90% des actifs qui sont contre la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, l'ensemble des organisations syndicales, et qu'il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale et que c'est un 49-3 qui est utilisé pour la passer en force, vous pouvez dire que c'est eux qui ont raison. Mais vous n'avez pas raison si vous êtes tout seul. Donc la première chose que je vous dis, c'est que désolé, mais on est en démocratie. Et les Français, ils ont largement soutenu l'abrogation de la réforme des retraites et c'est ça qui doit s'appliquer. Pour le reste, monsieur, quelle est votre inquiétude sur l'abrogation de la réforme des retraites? C'est le financement? Bon, ça coûte combien cette année, l'abrogation de la réforme des retraites? Au début, ça ne coûte pas énormément. Ça coûte 2, 3, 4 milliards. Oui. Et puis en 2030, ça en coûtera une quinzaine par an. D'accord. Monsieur Barnier, quand il a fait un effort, soi-disant, sur le prix de l'électricité, c'est un manque à gagner de combien? 3 milliards. Bon, c'est à peu près les mêmes ordres de grandeur que la réforme des retraites, c'est ça? Bon, alors pourquoi c'était possible pour l'électricité, c'est pas possible pour les retraites? Parce que ça fait beaucoup de milliards à la fin. Ah d'accord, donc c'était l'un ou l'autre. Non, mais ça en fait 3 par là, 3 par là. Vous voyez, il y a un petit problème dans votre argumentation. Quand M. Barnier a dit « je renonce à l'augmentation du prix de l'électricité », ça coûtait 3 milliards, vous ne lui avez pas dit « ça va être le problème de la crédibilité de la France sur la scène internationale ». Mais sur les retraites, vous dites ça. C'est bizarre, non? Oui, mais c'est ce que je vous disais sur la symbolique de cette réforme. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose, monsieur, c'est des gens... de toucher à l'électricité que de toucher au... Je suis mort, ce gros lard. Ce gros lard, il s'est fait contre-argumenter direct. Et vous me dites que Manuel Bompard, il est nul ce soir. Arrête, gros lard. Excusez-moi les gars, je suis pas grossophobe. Hein. Je suis pas grossophobe, mais vous avez compris, c'est parce que je l'aime pas. Je l'aime pas. Excusez-moi. Pardon. Désolé. On se comprend les mecs, on se comprend. D'accord. Monsieur, la symbolique, c'est des gens qui arrivent à 64 ans, qui sont fatigués, qui sont épuisés, qui ont des maladies, qui ont mal au dos, qui meurent avant d'arriver à l'âge de la retraite. Ça, c'est la symbolique, vous voyez, concrète. Désolé. C'est la conséquence concrète de cette réforme. Alors oui, excusez-moi, mais oui, le nouveau Front populaire, quand il gouvernera, l'une de ses premières mesures, ça sera d'abroger la réforme des retraites. Pour le reste, le financement, on l'a déjà présenté 40 fois. J'ai pas de problème à vous représenter. On peut faire une surcotisation sur les hauts revenus. C'est ce que nous avons proposé dans le cadre du débat sur la projet de loi de finances de la sécurité sociale. Je vous arrête tout de suite. Non, ce ne sont pas les cotisations de l'ensemble des salariés qui vont payer le prix. Je vous parle de 2 ou 3 plafonds de la sécurité sociale, c'est-à-dire des gens qui gagnent plus de 8 000 € net par mois. Ça devrait aller, une petite surcotisation sur ce sujet. Je viens de voir un tweet, les gars. T'as chaud là, non? Non, je m'en bats les couilles, frère. Les gars. Je viens de voir un tweet. Mbappé, c'est une parenthèse, hein. Mbappé qui rate son penalty. Il y a un mec qui a cité le tweet, hein, parce qu'Mbappé, il est trop nul, il a raté 2 penalties. Il y a un mec qui a cité le tweet, il a dit... Peut-être que c'est lui qui s'est fait violer en Suède, on sait pas. C'est vraiment une dinguerie. C'est quoi ces trucs de malade, wesh? Si on fait l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on rentre plus de 10 milliards d'euros dans les caisses de retraite. Si on ramène des gens dans l'emploi, parce que moi, je veux bien qu'on me dise que c'est la censure du gouvernement qui va se traduire par une catastrophe économique. Mais les prévisions économiques sur le budget de M. Barnier, elles ont été faites. Et pas par la France Insoumise. Non, c'est pas lui, Badito. C'est pas lui. L'Observatoire français des conjonctures économiques. C'est 150 000 € d'emplois en moins, le budget de M. Barnier. Et c'est une baisse de la croissance de 0,8 points, c'est-à-dire une division de la croissance par 2. Ça, c'est pas le budget que moi je propose. C'est le budget que M. Barnier propose. Donc oui, quand on fait tomber le budget de M. Barnier, c'est aussi bon sur l'économie, M. Le Chip. Manuel Bompard, je voudrais qu'on parle ce soir aussi de ce mot qui a été prononcé, je crois, par qui? Moins de 2 minutes après les résultats de la motion de censure qu'on a vu tout à l'heure, et par Mathilde Panot et par Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. C'est le mot de démission, Benjamin Duhamel. Oui, j'ai 2 questions à ce sujet, une pratique, l'autre de l'ordre plus théorique ou philosophique. La première pratique, vous dites, la seule solution pour essayer de trouver de la stabilité institutionnelle, c'est la démission du président de la République. Vous n'êtes pas sans savoir que les règles constitutionnelles font qu'Emmanuel Macron
ne peut pas en l'état dissoudre avant le mois de juillet et que par voie de conséquence, s'il y avait une présidentielle anticipée, élection organisée en 30 jours, nouveau président de la République qui, de toute façon, ne pourrait pas dissoudre avant l'été. Expliquez-nous concrètement en quoi une arrivée de Jean-Luc Mélenchon, admettons que demain Emmanuel Macron décide de vous écouter et annonce à la télévision qu'il quitte l'Élysée. C'est pas prévu. Hein. Ce qui est évidemment pas prévu, mais vous le souhaitez. Je comprends. Si Jean-Luc Mélenchon arrivait à l'Élysée, expliquez-nous par A plus B en quoi ça apporterait davantage de stabilité que l'on en a aujourd'hui. Écoutez, je comprends votre question, mais moi je pense que quand on est... Je vais répondre précisément à votre question. La question, elle n'est pas bête, les mecs. Vous avez évoqué une dimension philosophique. Attention à la réponse. Oui, j'anticipe un petit peu. Vous verrez ma deuxième question. Je pense que quand on est en démocratie, et le souverain suprême dans notre démocratie, c'est le peuple. Et quand on a une situation de blocage, parce que en vérité, il y a des opinions politiques qui sont divergentes, et ça c'est la vie, c'est la démocratie, mais que on n'arrive pas à trancher. Et l'Assemblée resterait la même. Attendez, je vais vous répondre. Alors, il faut se remettre au souverain. Il faut lui dire trancher entre les différentes orientations qui sont sur la table. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si un nouveau président de la République est élu sur la base d'orientations politiques nouvelles? Bon, de deux choses l'une. Soit, effectivement, l'Assemblée nationale, constituée aujourd'hui, en quelque sorte, s'oppose à ce qui sera la dernière émanation du suffrage universel, c'est-à-dire la présidentielle et le président nouvellement élu. Soit elle s'y oppose. Et dans ce cas-là, le président de la République qui vient d'être élu a tout à fait la possibilité, par exemple, par référendum, d'engager un changement du mode de scrutin, de convoquer de nouvelles élections. C'est très intéressant, Manuel Bompard. Vous qui ne cessez de dire que la Ve République est trop présidentialiste, qu'il faut reparlementariser. Là, vous dites, si demain Jean-Luc Mélenchon arrivait à l'Élysée et que l'Assemblée était opposée à ces mesures, on passe par la référendum et on contourne le Parlement. C'est intéressant ça, comme conception des institutions. Mais il y a quelque chose qui vous a échappé, parce qu'en fait, moi, je ne renie pas mes convictions. Je suis pour la 6e République. D'ailleurs, la séquence que nous sommes en train de vivre, elle démontre à quel point la 5e République est dans une impasse. Et pourtant, vous êtes obsédé par l'élection présidentielle. Mais je ne suis pas obsédé, je ne suis obsédé par rien. Jean-Luc Mélenchon ne pense qu'à l'élection présidentielle. Ne dites pas obsédé, c'est pas très agréable. Une obsession, c'est pas grave. Une idée fixe alors. C'est pas grave, je vais vous répondre. La seule chose, monsieur, c'est que pour passer à la 6e République, il faut prendre le pouvoir dans le cadre de la 5e République. Parce qu'il n'y a pas d'autre recette que celle-là. Hormis si vous pensez qu'il faut le faire par d'autres moyens. Moi, je suis un démocrate, je veux le faire par les élections. Et dans le cadre des élections, aujourd'hui, c'est la 5e République. Je la combats, je la conteste, je pense que ce n'est pas une bonne constitution, mais si je veux passer à la 6e, il faut prendre le pouvoir dans le cadre de la 5e. Donc, si nous prenons le pouvoir dans le cadre de la 5e, nous proposerons effectivement de passer à la 6e République, c'est-à-dire de déprésidentialiser nos institutions, de faire en sorte que ça soit une démocratie qui soit une démocratie plus vivante, dans laquelle ce n'est pas le président de la République qui détient tous les pouvoirs, et dans lequel le Premier ministre est l'émanation du Parlement et de l'Assemblée nationale. Voilà, c'est simple. Vous voyez, il n'y a pas de contradiction entre le fait de dire on veut prendre le pouvoir dans la 5e République et on veut passer à la 6e. Venant d'un parti où le culte du chef et le respect du chef est quand même très Mais pourquoi vous dites des choses comme ça? Mais parce qu'on l'a bien vu. Je ne sais pas pourquoi vous voulez être désagréable avec moi ce soir. Non, pas particulièrement. Mais il n'y a pas de chef à la France Insoumise. Mais madame, on peut avoir une solidarité politique. Avec le chef, en général, ne dure pas. Mais arrêtez. On peut avoir une solidarité politique, une homogénéité programmatique, de l'amitié. Et pour autant, pas être dans le culte du chef. Vous savez, qu'est-ce qui est... Oui, vous avez raison. Les macronistes, c'est pareil. Tous les macronistes qui sucent Macron alors que le bateau il est en train de couler et ils vont rester jusqu'au bout comme le Titanic. Bah les gars, désolé, c'est la même chose aussi, culte du chef. Marine Le Pen, c'est pareil. Quand elle dit faites ci, tout le monde respecte sa demande. Genre, c'est le principe de suivre un mouvement politique. C'est bizarre, genre. France Insoumise, elle est unie. Donc là, faut être capable de critiquer notre parti aussi. Bah les mecs, vous rejoignez un parti, vous en êtes déçus. Vous pouvez partir, il n'y a pas de problème. Mais l'histoire de culte du chef, c'est bizarre. Genre, je trouve ça bizarre. Si vous n'êtes pas content de l'organigramme et de l'organisation, ok, vous pouvez partir, c'est pas une secte, les mecs. On est d'accord que c'est pas une secte. C'est pareil pour le RN, c'est pareil pour le macronisme, c'est pareil pour le PS. Si vous n'êtes pas content, partez. Après, si vous voulez critiquer et faire du mal au parti parce que vous n'êtes pas content de son organigramme, moi je trouve que c'est un peu bizarre parce que c'est se donner du crédit et avoir un peu un espace médiatique pour essayer de survivre dans ce jeu politique. Mec, c'est bizarre, moi je pense que c'est bizarre. C'est bizarre, genre, c'est bizarre. Et en plus, cette critique, elle est dirigée exactement vers J. Je sais pas si ton pseudo il se prononce comme ça, mais cette critique, elle est toujours visée sur LFI, comme si Mélenchon, c'est le dictateur et il y a ses pions. Et c'est lui qui déplace les pions, c'est lui qui décide les pions et les pièces des échecs. Genre moi, cette lecture, elle pue sa mère, et cette lecture, elle est là depuis des années, les mecs. Hein. Cette lecture, elle est là depuis des années et des années. Ils ne le font que à Mélenchon. Jamais à un autre parti politique. Dinguerie, gros.
Ça, c'est vrai, vous avez raison. Et donc, quand ils ne sont pas d'accord, ils Pourquoi elle est unie? terminé. Parce qu'on partage des objectifs politiques communs et qu'on a tous envie de les mettre en œuvre ensemble. Et on restera unis, ça, je vous le confirme, et je vous en avais Et on l'a constaté ma encore ce conviction. soir. Merci beaucoup Manuel Bompard d'avoir été avec nous ce soir dans cette émission et cette soirée qu'on a commencé. Après, tu peux critiquer à l'intérieur pour faire changer un parti dont tu apprécies les idées, non? Bah, tu peux. Après, les mecs, encore une fois, c'est là où il y a un jeu démocratique aussi à l'intérieur même du parti. Supposons. Par exemple, tu vois le cas de Raquel Garrido, où il y avait des rumeurs comme quoi elle leakait des informations privées sur les réunions de LFI aux médias. Les gars, c'est une dinguerie de faire ça. Leaker des informations privées de comment fonctionnent les réunions à la France Insoumise. Nique ta mère, on est où là? On est où, ma gueule? Et c'est pas forcément une critique envers Mélenchon, c'est littéralement des leaks, des trucs secrets. Et c'est même pas une rumeur, hein. C'est pas du tout. Je suis un ouf, moi. C'est même pas une rumeur, c'est un truc qui a été dit par la France Insoumise et elle a été sanctionnée pour ça. Moi, je trouve que c'est une folie de faire ça, gros. C'est une folie, genre. C'est pas une colonie de vacances, la LFI, exactement. On parle d'un truc sérieux, les mecs. On parle d'un truc sérieux, quand même. Je sais pas, moi. C'est une dinguerie. Commencer par dire Raquel historique. Garrido, Tout les à mecs, l'heure, il était était 21h quand on a pris l'antenne à la suite de Benjamin Duhamel qui est toujours là ce soir. Je voudrais rappeler quelques informations importantes. Donc, tout à l'heure, à 20h30, 20h26 précisément, le gouvernement a été renversé. 2, Michel Barnier sera demain matin à 10h. 10h, on verra ça en direct demain dans le live, évidemment, sur BFM TV, à 10h à l'Élysée pour remettre officiellement